Bienvenue à Versailles, dans cette salle Montgolfier pour cette soirée. Bonsoir à vous, Jean-Marc Daniel, que nous avons l'honneur d'accueillir pour cette soirée conférence débat sur le thème du libéralisme, co-organisé avec les Jeunes Énergies Yvelines, que je représente, et les Jeunes Énergies Hauts-de-Seine, dont le relais ici présent est Alexandre. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour cette réunion, donc à l'initiative des Jeunes Énergies. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la branche donc jeune de Nouvelle Énergie. Et donc c'est doublement un plaisir pour moi ce soir, puisque cette soirée constitue le lancement officiel des Jeunes Énergies dans les Yvelines. C'est un mouvement qui accueille tous les jeunes de Nouvelle Énergie qui voudraient s'engager un peu plus dans cette belle aventure aux côtés de David Lismer. Et l'activité de Nouvelle Énergie, notamment dans les Yvelines, il y a une belle année marquée avec plusieurs événements. Et je vais passer la parole à Thomas Courtois, le relais de notre département, pour peut-être revenir un peu plus sur cette année. Donc ce soir, c'est la deuxième réunion thématique qu'on a décidé d'organiser avec Damien. Il y a Lionel qui est derrière, qui fait partie de l'équipe des Yvelines. Je vais être très court parce que c'est un tel plaisir, une telle fierté de voir des jeunes qui s'engagent en politique. Il y a aujourd'hui toutes les raisons, quel que soit l'âge, de ne pas s'engager en politique et au contraire de faire partie des abstentionnistes. Et moi, si je me suis engagé aux côtés de Lisnard il y a maintenant 1 an et demi, c'est pour trois raisons. Vincent, Éloi, Alfred, les 3 fils, 22, 21 et 17. Et moi, je me refuse de leur laisser un pays dans cet état-là, parce que la France a tout pour réussir. Et il y a 1 an et demi, quand j'ai lu une tribune de David Lisnard dans le Figaro, c'était pas lève-toi et marche, mais voilà, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui a les idées claires, qui est pragmatique, qui sait de quoi il parle, parce que c'est un faiseux, et non pas qu'un diseux. Et donc voilà. Donc je suis ravi de cette deuxième réunion thématique. On a reçu en septembre Thibault de Montbrial. En octobre, on a inauguré le siège de Nouvelle Énergie à Paris. Et donc on va continuer à cadencer, à alterner soit des réunions thématiques avec des gens de très haut niveau. Jean-Marc Daniel, je suis très heureux de vous avoir. Je vous écoute très régulièrement sur BFM Business. Et moi, ça me fait rappeler aussi mes cours quand j'étais écolier, mes cours d'économie, où j'avais un prof d'économie qui me vantait les mérites du communisme. Donc je suis heureux qu'on puisse échanger après là-dessus. Et heureusement, j'avais un père chef d'entreprise qui m'a juste ouvert les yeux en disant la réalité là un peu plus, on va dire à droite. Et donc voilà, merci les jeunes. C'est pour vous qu'on le fait. Moi, j'ai pas encore trop de cheveux blancs, mais ça me fait un réel plaisir. Et voilà, toute cette réunion de ce soir, elle est organisée par eux, 100% par eux. Et donc moi, j'aimerais les applaudir et les encourager, parce qu'il y a plus de jeunes à Merci beaucoup Thomas, c'est un grand plaisir de venir à Versailles dans tes terres. Encore un grand... J'aimerais encore un petit tonnerre d'applaudissements pour l'invité exceptionnel qu'on a aujourd'hui, Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup de votre présence. Pour nous, c'est notre deuxième événement, les Jeunes Énergies Hauts-de-Seine. On a reçu Quentin Auster le mois dernier. On avait parlé un peu plus de la sécurité et de l'avenir de la droite, surtout avec Nouvelle Énergie. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-Marc Daniel. Alors, Jean-Marc Daniel, vous êtes professeur à l'ESCP, professeur émérite à l'ESCP, éditorialiste sur différentes chaînes économiques, BFM Business, vous apparaissez aussi sur France 5, à la radio. Vous êtes auteur, essayiste. J'ai apporté un de vos derniers livres, Vivement le libéralisme. Je conseille à tous de l'acheter, édition Talendier. Vous êtes également membre du comité éditorial du magazine Pour l'Écho, que je recommande également. Vous êtes considéré comme un libéral vous citez souvent Ricardo, Bastia et tant d'autres. Et ça fait plaisir dans les médias d'entendre ces références, souvent trop oubliées en France. Alors, pour moi, c'est un honneur aussi de vous avoir pour 3 raisons. Première raison, vous êtes bordelais, comme moi. Donc, ça tombe bien. Quentin Auster était aussi, donc je promets que la prochaine fois, on aura quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a des bordelais dans la salle. On aura d'autres personnes
d'origine bordelaise. Également parce que c'est grâce à vous que de nombreux jeunes, dont moi, se sont intéressés à l'économie, au libéralisme, et qui ont, pareil, comme Thomas, tu le disais, les professeurs d'éco ne sont pas forcément les meilleurs pour nous inculquer cette idéologie et la vie réelle, en fait. Et donc c'est grâce à des gens comme Jean-Marc Daniel qui démocratisent le libéralisme et l'histoire d'économie que ça m'a vraiment inculqué ces valeurs et cette idéologie. Ensuite, puis également, grâce à Nouvelle Énergie, dès qu'on fait des propositions en économie, je me demande, est-ce que Jean-Marc Daniel, qu'est-ce qu'il en penserait? Qu'est-ce qu'il en dirait? Je sais pas, j'aimerais savoir son point de vue. Et donc c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir, pour nous de vous recevoir. Donc encore un grand merci. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est tabou, le libéralisme. Ce gros mot tant dévoyé, qui, par des utilisations multiples, a souvent perdu son sens. Et comme on dit, comme dirait Confucius, quand les mots perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté. Et je pense que c'est vraiment une phrase qu'il faut retenir, et j'espère qu'on va éclaircir beaucoup de choses aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ma première question, qui est assez large, c'est quand on voit toute cette jeunesse se tourner vers les extrêmes, vers de la droite à la gauche, souvent toutes les deux en fait social-étatistes, quelles sont vos solutions, vous qui avez été au contact des jeunes pendant votre carrière en école de commerce, pour renouer ce lien entre la jeunesse et le libéralisme? Bien, écoutez, merci de m'inviter. Je pourrais aborder la question, je vais l'aborder à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est, ce matin j'étais à Rouen, et j'arrive à la gare de Rouen, et la moitié des trains étaient annulés. Bon. Alors je suis monté dans un train, et évidemment, la SNCF avait organisé ça, donc pour chaque siège, il y avait 2 ou 3 personnes, et il y avait marqué « train accessible uniquement sur réservation ». Tout le monde arrivait avec une réservation, mais une partie de ces réservations était liée à l'annulation des trains précédents. Et puis, je viens d'arriver ici, donc par la SNCF aussi, le RERC, et ils étaient supprimés. Il y avait 2 rames qui étaient supprimées. Et donc, alors j'ai pris le RERC à Javel. Il y avait quelqu'un dans le... Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a grève? On dit, je sais pas. Je sais, vous employez de la SNCF? Je dis, oui, mais... si vous voulez prendre, c'est là en bas. Ça, c'est le service public. Le service public à la française. Sachant que cette semaine, François Eclat a sorti une évaluation disant tous les ans, l'État verse 20 milliards d'euros à la SNCF. 20 milliards d'euros à la SNCF. Et donc, première approche, c'est notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne, qu'on ait 20 ans, 40 ans ou 60 ans, on a en face de nous un État qui est un État totalement délabré, et dans lequel non seulement il est plus capable d'assumer ses missions, mais une des raisons pour lesquelles il considérait qu'il était légitime d'être en situation de monopole, c'était qu'il était capable de faire exercer une autorité. Il y avait des choses qu'il était capable d'organiser parce qu'il était, de par son monopole, en situation de tout régir, et il pouvait tout régir parce qu'il incarnait l'autorité. Bon, il n'incarne plus aucune autorité. Vous dites que je suis bordelais, le PDG de la SNCF aussi. Et je suis d'autant plus vexé qu'il a eu mes parents comme instituteurs. Bon, et le pauvre homme, il est dans son bureau. Qu'est-ce qu'il fasse? Le seul moment où il a pu faire quelque chose, c'est quand il était à la tête de Keolis. Parce qu'à la tête de Keolis, il était dans une logique privée. Et à la tête de Keolis, il a implanté la SNCF dans la gestion du réseau ferroviaire du Massachusetts. Au bout de 6 mois, le Massachusetts lui a envoyé une
fiche en lui disant vous avez contrevenu à vos exigences de ponctualité à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment. Donc vous avez tant d'amende. Et si ça se reproduit, vous perdez le contrat. Il m'arrive d'aller de temps en temps à Boston. Je peux vous dire qu'à Boston, rien n'est supprimé. Et à Boston, quand vous demandez à quelqu'un à quelle heure est le prochain train, il y a quelqu'un qui est un employé de Keolis, qui ne sait pas d'ailleurs qu'il est employé de Keolis, mais qui en pratique est un employé de Keolis, et qui est au courant. Donc la première raison, c'est notre vie quotidienne. La deuxième raison, on peut dire, alors effectivement, moi je suis d'une génération, dans mes études, j'ai fait l'ENSEE, l'école de l'INSEE. Alors on faisait des mémoires et il y avait des cours de planification socialiste. Donc il y avait un mémoire à faire. Et j'avais pris la Tchécoslovaquie 1948-1953, un exemple de planification socialiste. 1948-1953, je vous rappelle, c'est la pure période stalinienne, c'est le délire total. Hein. Ils prennent un pays qui est à peu près riche, et 5 ans après, c'est devenu un pays du tiers-monde. Je rappelle que 1984 a été écrit par Orwell, non pas pour annoncer les ordinateurs et tout ça, mais Big Brother, c'est Staline, et ce que décrit 1984, c'est la Tchécoslovaquie de 1948-49. Et le professeur, donc mon mémoire s'appelait un exemple, et le professeur avait rajouté réussi. Un exemple réussi de planification socialiste en Tchécoslovaquie. Donc, effectivement, j'ai vécu dans cette atmosphère. Et pour revenir à votre question, je pense qu'on n'en est plus là. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, à cette époque, dans les années 70-80, on pouvait encore expliquer aux gens que si ça n'allait pas, il y avait des endroits où ça allait. Il y avait des endroits où on vivait mieux. Il y avait des endroits où on était heureux. On pouvait aller à Prague ou à Budapest et découvrir effectivement un monde meilleur. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai vécu en Tchécoslovaquie pendant 6 mois. Et j'ai vu que c'était un exemple raté de planification. Et donc, maintenant, il n'y a même plus l'illusion qu'il puisse y avoir des endroits étatisés qui fonctionnent mieux que des endroits où il y a une forme de libéralisme qui s'affiche. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de contre-modèle. Et il y a d'autant moins de contre-modèle que la gauche a renoncé au pouvoir. La gauche extrémiste, la gauche n'a plus qu'une ambition, c'est de conserver ses rentes. Et ces rentes, elles sont en France dans 2 domaines particuliers, les médias et l'université. Et donc, ils confortent, faites pas d'illusions, hein, les jeunes gens, il y a 14 000 personnes tous les ans qui ont un doctorat maintenant. L'université recrute 3 000 personnes. Donc, une fois que vous avez votre doctorat, il faut commencer, alors que dans ma génération, une fois que vous aviez un doctorat, vous aviez une possibilité d'être intégré à l'université assez rapidement. Maintenant, il faut commencer un parcours du combattant pour essayer d'intégrer, parce que le doctorat, c'est essentiellement une vocation de type universitaire. Donc, vous allez vous soumettre aux gens qui vous choisissent. Et les gens qui vous choisissent, ils sont LFI, gauche et tout ça. Donc, vous avez un bloc qui se produit, se reproduit, s'auto-reproduit, s'inquise dans le pays, mais qui a renoncé à exercer le pouvoir. Pourquoi il a renoncé à exercer le pouvoir? Parce qu'il sait qu'il n'en est pas capable. La pire chose qui... Enfin, je veux dire, on aurait pu prendre mon Mélenchon, le nouveau Premier ministre, le mec, il aurait été bien emmerdé. Hein. Et donc, son copain de Tsipras, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Au bout d'un moment, il a commencé à dire, écoutez, on arrête tout ça. Podemos, oh là, non, surtout pas moi, non. On souffre beaucoup, on est là pour défendre les gens qui souffrent, mais pas nous. C'est pas nous qui allons régler les problèmes, donc pas moi. Et dans les médias, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils contrôlent surtout les médias publics, les médias privés, ils essaient de faire de l'audience, les médias publics, ils font de l'audience parce qu'il y a de la publicité. Et ensuite, une fois qu'ils sont là-dedans, donc la deuxième raison, c'est qu'en fait, le message d'espoir qui était porté à un moment donné par la gauche ne peut plus s'incarner. Parce qu'il n'y a plus de lieu où il s'incarne, et il n'y a plus de parti qui veille au nom de la gauche pour nous. Et la troisième raison, c'est parce que, objectivement, alors nous sommes bordelais, moi je suis
pas la dernière fois, mais il n'y a pas très longtemps, je vais à un colloque à Bordeaux, donc, et à la gare Saint-Jean, il y avait l'accueil des organisateurs. Et la jeune femme qui était là me dit, est-ce que vous voulez un plan David? Mes ancêtres habitent là depuis Jean Santerre. Imaginez la tête de la fille. J'ai pas bien compris, même pas ou pas. Bon, j'ai pas négocié longtemps, j'ai pas voulu le dire, j'ai récupéré le plan. Alors, ce qui est important dans Jean Santerre, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, je vais pas m'éloigner trop du sujet, mais Jean Santerre, c'est l'homme de la Magna Carta. C'est l'homme du libéralisme anglais, qui lui est imposé par la noblesse anglaise. Alors, on a retenu de la Magna Carta deux choses essentielles. La première, c'est que c'est l'habeas corpus. Et donc ça, c'est le libéralisme, c'est l'habeas corpus, c'est-à-dire c'est le fait que, effectivement, on ne vous met pas en prison sans vous traduire devant un juge, devant quelqu'un qui a la capacité, effectivement, de vérifier ce que vous avez fait et de légitimer ou non votre mise en prison. Et la deuxième chose, c'est les considérations budgétaires. C'est-à-dire que Jean Santerre est obligé de concéder le fait que chaque paroisse, chaque commune, va envoyer quelqu'un pour vérifier l'usage que l'on fait des crédits. Et une procédure budgétaire se met en place. Je rappelle que budget, ça vient de bougette. La bougette, je ne sais pas ce que disait votre mère, mais moi, ma grand-mère, quand elle allait au marché des Capucins, elle prenait sa bougette. La bougette, c'est le porte-monnaie à Bordeaux. Et donc, cette bougette est devenue le budget, et parce que la bougette de Jean Santerre a été contrôlée par. Et puis, il y a une troisième chose qui est très importante dans ce qu'a fait Jean Santerre. Si vous regardez dans la Magna Carta, il exonère de droits de douane Bordeaux et Londres. Et il justifie ça en disant que gens de commerce sont aussi utiles que gens de robe et gens d'épée. Et donc c'est ça le libéralisme. Et donc pour expliquer aux jeunes pourquoi il faut être libre, il faut leur dire que le libéralisme, c'est le respect de la liberté par une justice indépendante, mais encadrée par un corpus. C'est le respect de l'avenir par des finances publiques équilibrées. Et c'est le respect du commerce, le respect de l'entrepreneuriat. Et donc, pour répondre à votre question, il n'y a que trois choses à dire systématiquement à tous les gens qui disent quels sont les problèmes, les solutions. Les solutions, c'est la justice indépendante. La deuxième solution, c'est équilibrer le budget. L'obsession des hommes politiques, ça devrait être d'équilibrer le budget. On va revenir là-dessus, je pense, mais moi, ce qui m'a frappé dans la vie politique récente, c'est que tous nos hommes politiques n'osent pas nous dire il faut être raisonnable, il faut arrêter, ça fait 40 ans qu'on n'a pas. Mais enfin, ils ont voté ces budgets. Non seulement ils les ont votés, mais ils ont voté le traité européen qui oblige à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est sous François Hollande, le texte qui a obtenu l'adhésion la plus forte, c'est le texte adoptant le TSCG. Le traité qui, parce que tout le monde parle de Maastricht en France, ça agace beaucoup les Allemands en particulier, parce que Maastricht c'est pour rentrer dans. On est dedans, les gens n'ont pas l'air de s'en apercevoir, mais on est dans l'euro, donc on ne relève plus de Maastricht, on relève du TSCG. Et ce traité, le texte a été le mieux adopté de toute la législature à l'époque de François Hollande. Depuis, aucun budget n'a été voté en conformité avec ça. Et donc je ne sais pas si ça fait fantasmer les jeunes, mais il faut leur dire que le libéralisme, c'est la seule façon de ne pas détruire leur avenir. Parce que voter des budgets en équilibre, c'est d'éviter de détruire l'avenir de vos trois fils. Et puis, la dernière chose, c'est gens de commerce. Alors vous direz, dans une école de commerce, on a assez peu de gens encore que... mais en fait, qui envisagent à la sortie d'adhérer au Parti communiste. Mais c'est moins qu'à Nanterre. Je vais pouvoir me donner à Nanterre. Il y a des moments où il fallait partir assez vite. Mais bon, je me souviens encore d'une sortie un peu rapide où j'avais même pas eu le temps de saluer le portrait de Pol Pot qu'il y avait dans les grands hommes qui avaient attenté à l'époque des mines. Il y avait des gens qui doivent respirer, il y avait un portrait de Pol Pot, j'ai même pas eu le temps de rendre hommage au banc. Alors je précise, si jamais vous avez des questions en rapport avec justement la réponse de Jean-Marc, vous pouvez lever la main et puis on vous passe la parole. On va essayer de faire quelque chose qui s'est ouvert. Et puis, quand je trouve que
ça s'est duré. Je dis, vous savez, votre question est inepte. En général, ça calme les gens. En rapport, les questions générales, on va faire ça à la fin plutôt. Alors, justement, merci pour votre réponse. Donc, de manière générale, on va dire qu'en France, on peut considérer notre pays comme très socialiste, et ce depuis plusieurs décennies. Quel est pour vous l'état du libéralisme en France et pourquoi il y a moins bonne presse peut-être en France plus qu'ailleurs? Alors effectivement, je parlais tout à l'heure du service public, c'était pas cet été, c'était l'été précédent. Ils avaient fait une émission d'été où... Alors ils me font venir de temps en temps, que ce soit France Culture ou France Inter, quand ils ont des remontrances des autorités de régulation. Ils leur disent, écoutez, on écoute un peu ce que vous dites, Radio Moscou en 1950, ils étaient plus ouverts que vous. À ce moment-là, ils ont des mesures d'urgence. Allô Jean-Marc Daniel, vous n'êtes pas libre? Pourquoi il n'est pas libre? Et alors j'y vais, j'arrive, il n'y a aucun problème. Et voilà. Après le standard explose, et puis vous sentez plus au dingue. Mais bon, et donc l'été, pas cet été, l'été dernier, dans les émissions d'été, ils faisaient une émission qui s'appelait les 8 personnes qui marquent l'économie. Et j'avais été choisi, je pense, pour l'équilibrer. Il y avait Pouyanné aussi, donc vous imaginez le public de France Inter se faire une semaine Pouyanné, une semaine Jean-Marc Daniel. Les mecs, heureusement que c'était les vacances, donc certaines pas qu'on se rappelle. Et alors, donc, le Dominique Seux qui m'interroge, il dit, mais vous êtes seul? Non, je ne suis pas le seul, je suis le premier. Et alors Dominique Seux me dit, écoutez, c'est probable. Et donc, Dominique Seux, qui est journaliste, qui effectivement il est aux Échos, donc c'est pas une annexe du monde diplomatique, mais Dominique Seux a la perception, effectivement, que ça bouge quand même. Bon. Alors pourquoi est-ce que ça bouge pas mieux? D'abord parce qu'il n'y a pas de parti libéral. Alors on dirait, voilà, vous êtes là pour ça. Voilà, vous êtes là pour ça. On dirait, il faut voilà, les premiers. Alors, les premiers, mais pas les seuls, vous êtes les premiers. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à rappeler systématiquement et de façon claire, simple, quelques principes. Et il ne faut pas perdre son temps à c'est ça les principes de je maintiens. Donc, il n'y a pas de vrai parti libéral, et les partis qui se sont réclamés à un moment donné du libéralisme ont été assez vite associés à une forme de libéralisme punitif. C'est Raymond Barre, on est passé du libéralisme avancé de Giscard à une vision de Raymond Barre en disant vous vivez au-dessus de vos moyens, ce qui est vrai. Mais il y a eu une forme d'association politique, une forme de punition par le libéralisme. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, la grosse-caisse en face se tape à gros doublé. Et puis alors surtout, on n'est pas libéral, mais on est néolibéral. Et alors, l'ultra, c'est ultra-libéral, néolibéral. Et donc, vous avez la deuxième chose, c'est que vous avez comme un antilibéralisme d'atmosphère, on dirait, qui est belle à propos du djihadisme. Et puis, il n'y a pas donc, comme il n'y a pas de parti libéral, face à cet antilibéralisme d'atmosphère, il y a l'incapacité, effectivement, à développer un contre-argument. Je pense que la troisième raison, c'est que l'État n'arrête pas de faire des promesses et de s'associer à la protection en disant on va... Bon. Sauf que... alors, je mets souvent en avant, tout le monde me dit, mais vous savez, ce que vous racontez là, mais personne ne peut accepter ce que vous dites et tout ça. Il faut que nos dirigeants se souviennent de quelques éléments. C'est Turgot, quand il démissionne, qui dit à Louis XVI, écoutez, la lâcheté a conduit Charles Ier sur le billot. Hein. Bon, Louis XVI a vérifié qu'effectivement... et je pense aussi à Daladier qui est dans son avion. Putain, j'ai fait une connerie pas possible. En signant les accords de Munich. Il arrive, et puis, comme ça, ils vont me lâcher, les gens l'acclament. Et donc, il y a son collaborateur, c'est John Perse, Alexis Léger, qui est à côté de lui, qui lui dit, mais finalement, c'était pas une connerie. Il dit, ah si, c'était une connerie.
allez, con, bon. Mon dirigeant, c'est un peu comme ça. Hein. Et donc, la troisième raison, c'est de faire émerger un dirigeant, un leader. Et je suis convaincu que l'enjeu est déterminant maintenant, parce que, encore une fois, la gauche ne veut pas le pouvoir. Si jamais il y a la moindre menace qu'ils puissent avoir une majorité, ils vont trouver un moyen de... Il faut compter sur Mélenchon pour trouver un djihadiste fou, pour annoncer que finalement l'Iran c'est une démocratie qui l'inspire. Le Venezuela c'est totalement modéré par rapport à ce qu'il envisage. Là, il faut espérer effectivement perdre les quelques voix qui lui permettront de perdre définitivement l'élection. Et quant à Marine Le Pen, je veux dire, on est passé de la sortie de l'euro, tout ça, enfin c'est même pas Orban, c'est assez confus, assez flou, avec simplement une vision qui est fondamentalement protectionniste, c'est-à-dire fondamentalement de repli, dans des conditions qu'on ne peut pas se permettre de se replier, vu l'ensemble des liens qui ont été tissés. Donc le prochain président de la République sera dans la mouvance intellectuelle de ce qu'était Macron en 2017. Le problème, c'est que Macron est incapable. On en a fait expérience. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne vais pas... Enfin, il faut qu'on avance, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, au mois de janvier, Libération a demandé à un certain nombre d'hommes politiques qui n'étaient pas directement impliqués dans la campagne, qui étaient un peu en retrait, de donner leur impression. Et donc Édouard Philippe avait donné son impression pour le camp filloniste, et il était un peu en retrait puisqu'il avait été un des soutiens actifs d'Alain Juppé. Et alors, le thème c'était « Comment vous appréciez Macron ?» Et je vous renvoie à cet article qui est passionnant, parce qu'il dit Macron, il essaie de nous faire croire qu'il est Kennedy ou Mendès France. En fait, il est Macron. Alors, et il explique, Édouard Philippe, que Macron, chez Tacite, c'est le personnage qui assassine Tibère. Donc ça rappelle des choses à certains, peut-être qu'aux plus jeunes, rien. Parce que là aussi, on faisait du socialisme et de la planification socialiste et du latin dans notre génération. On s'est débarrassé des deux. On regarde le latin, pas la planification socialiste. Et alors donc Tibère est assassiné par Macron, alors que Tibère avait nommé Macron préfet du prétoire. Et Caligula, qui est le successeur de Macron, comme vous le savez tous, donc Caligula reçoit Macron et lui dit « J'ai deux options. Ou bien tu es un traître. Il y a quelque chose en toi qui fait que, il ne dit pas ton ADN et de la trahison, parce que c'est pas comme ça que parlait l'empereur romain, mais tu es un traître. Ou bien tu es persuadé que je vais gouverner mieux l'Empire que Tibère, et donc tu es un patriote. » Évidemment, Macron dit « Je suis un patriote. » Et au bout de quelque temps, Caligula dit non, non, j'ai bien réfléchi, je n'ai qu'un traître. Et donc, il exige de Macron qu'il se suicide. Et la conclusion d'Édouard Philippe, c'est Macron, c'est toujours un traître. D'ailleurs, c'est ce que dit Tacite, puisque Tacite dit en conclusion, le nom de Macron restera à jamais celui de la trahison. Et Édouard Philippe dit, oui, 6 mois après. Que fait Macron? Le mec l'a craché à la gueule. L'a traité de traître, a sorti des références latines, tout ça. Et le mec, il dit, je vais te nommer Premier ministre. J'imagine ce qu'aurait pu écrire Tacite. Le mec est fou. Bon, donc à partir de ce moment-là, c'était mort. On savait que c'était mort. Ça, plus la démission du général de Villiers, c'était mort. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est le prochain président de la République sera du centre droit. Et donc, Marine Le Pen et Mélenchon ne veulent pas gagner. Ils sont prêts à tout pour. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui émerge avec un programme et une autorité pour appliquer ce programme. Et donc, à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un parti. Alors, c'est vous, mais ça peut être d'autres. Hein. Moi, il y a des gens qui ont des fourmis dans les... On n'est pas... Édouard Philippe, justement, il considère que lui, il n'est pas le Macron d'Antiquité. Il est un peu traître, oui. Enfin, bon, je considère qu'il
il est dans la version. Quand on l'entend parler, il parle plus de Pompidou que de la trahison. Il dit voilà, Pompidou, il y a eu un mouvement où il a assumé le fait que le relais devait être pris par l'ancien Premier ministre qui n'avait pas démérité. Bon, donc il y a lui, bon, en fait, je ne vais pas. Donc, pour résumer mon propos, je pense qu'il faut se battre pour faire émerger un parti. Vous savez, c'est ce que disait dans les livres que j'écris, il y a l'histoire de l'économie mondiale qui est un livre à la gloire de Gladstone. Donc, Gladstone, c'est le premier ministre anglais libéral du XIXe siècle. Et Gladstone avait théorisé le fait que pour faire appliquer un programme, il faut un parti, qui était le parti libéral. Et il a tout fait pour constituer ce parti. Et dès qu'il a disparu, ce parti s'est défait progressivement et n'a même pas résisté à l'offensive des travaillistes. Il s'est défait. Mais il avait fait du parti Whig un parti qui a dominé. Là. Donc il a pris quelque chose qui était le parti Whig, qui était un mouvement totalement à la dérive. Il en a fait le parti libéral et le parti qui était... Donc il faut un parti. Alors, je ne sais pas quelle est la structure à l'heure actuelle qui correspond à ça. Les Républicains, j'ai un doute. Renaissance, c'est plutôt décadence que Renaissance. Enfin. Bon, donc, il faut qu'il y ait un parti qui émerge. Pour qu'il y ait un parti qui émerge, il y a deux conditions, dit Gladstone. Il faut qu'il y ait une incarnation. Quelqu'un qui soit sur le terrain, qui incarne, qui ait une forme de charisme. Il faut qu'il y ait un programme. Et c'est-à-dire un programme, c'est-à-dire des intellectuels, des gens derrière qui conçoivent un programme, et un programme qui est un programme réaliste. Ce que dit bien Gladstone, c'est que j'ai lu Ricardo pour en revenir et j'ai compris que c'était ça qu'il fallait. Et donc, pour répondre à votre question, c'est gagné. Parce qu'en fait, ça ne sera pas Mélenchon, ce ne sera pas Marine Le Pen. Le tout, c'est de savoir est-ce que ce sera Édouard Philippe, Bruno Le Maire, David Lisnard ou quelqu'un d'autre. Parce que ça peut aller très vite. Vous regardez en Argentine, il y a 3 ans, alors le mec est loufoque. Pour se faire connaître, il a choisi de jouer le foot. Mais ça peut être... Donc, voilà. Donc, c'est gagné. Je vous assure, c'est gagné. On est les premiers. Mais il faut assez vite, quand même, trouver l'ordre, le parti, le programme. Merci beaucoup. Justement, j'espère qu'avec Nouvelle Énergie et David Lisnard, on va construire ce corpus et ce programme et l'incarner avec David. Excuse-moi, Alexandre, parce qu'on disait que vous intervenez. Je pense que les gens seront à peu près d'accord avec moi ici. Nous ne considérons pas que Renaissance ou Édouard Philippe incarnent le libéralisme. Absolument pas. Enfin, je peux dire ça. Enfin, on considère qu'ils représentent tout sauf ça. Et notamment, vous parlez de programme, on parle plutôt de projet d'ailleurs que de programme. Ils n'ont aucun projet. D'ailleurs, c'était le mot de Le Maire. Vous avez cité Édouard Philippe. Mais Le Maire disait c'est l'homme sans projet car c'est l'homme sans conviction. Il disait ça de Macron. Oui, voilà. Donc nous, dans ce que vous dites, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce que vous avez dit, mais par contre, on ne considère ni Renaissance ni Horizon comme représentant le libéralisme, mais représentant quelques projets que ce soit. Oui, je ne veux pas faire la défense de ces deux individus, Édouard Philippe ou de Bruno Le Maire, mais si je reprends mon anecdote sur Macron, sur Tacite et tout ça, bon, l'attitude de Macron est compréhensible, mais celle de Édouard Philippe est infâme. Le mec qui crache la gueule du mec, et après il revient. Donc pour moi, c'est l'archétype des gens qui n'ont aucune colonne vertébrale. Bon. À partir de ce moment-là, les gens qui n'ont aucune colonne vertébrale, vous pouvez les faire vivre. L'enjeu, c'est de savoir, est-ce que le personnage, enfin, je veux dire, je ne veux pas faire, mais Jacques Chirac n'avait aucune colonne vertébrale, aucune conviction. Le mec, il a été néo-travailliste dans les années 70, thatcherien dans les années 80. Bon, très bien. Et le véritable enjeu, ça s'est bien passé à certains moments, quand il a été pris en main. Je veux dire, la partie faste de Chirac, c'est la cohabitation, parce qu'il y a Balladur. Et le problème de Balladur, c'est que Balladur comprend que le mec était capable. Et donc, il a eu une erreur, Balladur, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. Écoutez, ce mec est un pantin, ce mec est une marionnette. Et donc il a été battu. Mais le choix, c'était soit de dire ce mec est une marionnette, soit effectivement de le manipuler, c'est-à-dire d'être de l'intérieur et de le manipuler. Donc, pour reprendre à votre
Édouard Philippe ou Bruno Le Maire n'ont absolument aucune conviction, ça j'en suis. Mais à un moment donné, pour des raisons de circonstances, ils peuvent avoir sentir que la nécessité et leur propre survie et leur propre capacité à s'exprimer sur le plan politique passe par l'adhésion à un programme qui est le programme structuré. C'est-à-dire, dans la configuration de Gladstone, ce que dit bien Gladstone, c'est que le chef doit être charismatique. Mais c'est pas forcément le chef qui a des idées. Moi, il y a un personnage qui me fascine, d'une certaine façon, c'est la carrière de Christine Lagarde. Ce que je trouve intéressant chez Christine Lagarde, c'est qu'elle a eu des positions qui étaient totalement au-dessus de ses compétences. Que ce soit à la tête du FMI, le ministre des Finances, à la tête du FMI, à la tête de la BCE, si vous écoutez ce qu'elle raconte, c'est inepte. Mais elle a une force incroyable. Et son intelligence, et c'est ça qui fait que c'est quelqu'un pas d'exceptionnel, mais quelqu'un c'est qu'elle sait reconnaître les gens compétents. C'est-à-dire qu'elle sait reconnaître les personnes, elle sait reconnaître, c'est dire, lui, c'est lui qui va... Moi, j'ai vécu ça de l'intérieur sur la crise grecque. Le mec du FMI qu'elle a choisi pour traiter le dossier était un type remarquable. Et dans les réunions, elle passait, elle disait bonjour, tout va bien. Et puis, comme dit Varoufakis dans son livre sur la crise grecque, elle disait de temps en temps, mais est-ce qu'il y a un adulte dans la salle pour essayer de calmer le jeu, pour que les gens essaient de se mettre d'accord. Mais une fois qu'elle avait dit bonjour et qu'elle avait dit est-ce qu'il y a un adulte dans la salle, elle disait que c'est M. Thompson qui va lui dire quelle est la position du FMI. Et donc M. Thompson, c'était l'économiste, un mec, effectivement, qui maîtrisait son dossier. Et donc pour répondre à votre question, le fait que l'individu soit cynique et tout ça, le véritable enjeu, c'est la capacité qu'on a à le contrôler. Je ne dis pas ça pour vous dire, il faut aller chez Bruno Le Maire, vous allez choisir, c'est vous qui choisissez et tout ça. Mais je veux dire par là, c'est que, je conclue là-dessus, je pense que, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Balladur a traité le problème. Entre 86 et 88, il a gouverné ce pays. Et il a fait des réformes importantes. C'est-à-dire, d'abord, il s'est inscrit dans la suite de Fabius, et pareil, c'est-à-dire que Fabius avait bien compris que Mitterrand n'avait aucune conviction. Et que Mitterrand avait quand même un atout, c'est ce que j'insiste souvent là-dessus, c'est qu'il n'était pas socialiste. Donc on pouvait éventuellement l'utiliser et faire des choses. Donc vous parlez de la période 84-88, vous avez deux personnages, Fabius et Balladur, qui gouvernent ce pays, qui suppriment le contrôle des prix, qui suppriment le contrôle d'échange, qui font adopter l'acte unique, qui font... Vous avez comme ministre du Travail Seguin qui nous a fait chier après il était sur liste sociale. C'est lui qui supprime l'autorisation administrative de licenciement. Bon. Et donc, c'est une période où vous avez... Et les deux chefs qui sont dans cette période-là, que ce soit Mitterrand ou Chirac, c'est des marionnettes. L'erreur de Balladur, à mon avis, c'est de ne pas être allé... Soit il tuait Chirac, soit il continuait, à Paris 95, à faire ce qu'il avait fait entre 86 et 88. Et donc, pour conclure, sur le plan de la tactique, ou bien vous trouvez quelqu'un que vous manipulez, ou bien vous trouvez quelqu'un qui a des idées. Mais l'enjeu, c'est effectivement, enfin, je veux dire, je ne vais pas faire la campagne de Bruno Le Maire ou d'Édouard Philippe, mais vous pouvez les manipuler. Hein. Donc là, ils ont une force et qu'ils n'ont aucune idée. Donc, vous pouvez leur apporter. Hein. Le plus dangereux, c'est le mec qui a des idées fausses. Alors ça, c'est les gens dangereux. Bon. Et sur le paysage politique actuel, il y en a pas mal, oui, qui ont des idées fausses. Il y en a pas mal qui ont des idées fausses. Mais pas eux. Ils n'en ont pas, donc on a des idées fausses. On me permet, je prends une question. Je vais rebondir par rapport à ce qu'on dit de l'intérieur et de l'énergie. C'est la stratégie de l'islam, c'est évidemment faire du prosélytisme pour lui, mais aujourd'hui, on joue sur deux jambes, c'est-à-dire qu'on a des relais, on a peut-être 80 relais au niveau national, c'est pour aller en contact et organiser des réunions aussi intéressantes que ce soit. De l'autre, j'aurais pas le principe de créer un corpus, parler d'un projet. Il est questionné à chaque fois qu'il passe à la télé, c'est quand est-ce que vous allez annoncer que vous êtes candidat? On verra qui incarne. Donc il est entouré d'experts de très bon niveau, pour créer ce corpus-là, pour ne pas être
Bruno Le Maire a fait un catalogue de 1000 promesses. Ah oui, ça va être génial. Voilà, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. On passe sur ce besoin-là de travail de terrain, de faire connaître la majorité, et à côté, d'avoir encore plus. Sinon, on est alimenté justement par rapport à tout ce qui est tout ce que le club d'experts ou le comité d'experts en tant que ça. Et l'UNISNA est un libéral assumé. J'aimerais vous entendre là-dessus. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, c'est un libéral assumé, c'est aussi un girondin assumé, si je puis me permettre. Il est décentralisateur. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jacobinisme depuis des dizaines d'années, jacobinisme socialiste, qui a continué dans notre pays? On a continué à créer des couches d'un millefeuille administratif continuel. Les jeunes s'y perdent, tout le monde s'y perd. Et redonner du sens et du pouvoir peut-être aux régions, provinces, comme nous on le souhaite dans notre projet. Qu'est-ce que vous en pensez de ce... Est-ce que ça se confond avec un projet libéral, cet aspect girondin du pouvoir? Alors je serais moins convaincu de ça. C'est-à-dire que je pense que le problème, c'est pas l'État versus département, tout ça c'est public versus privé. Je pense que le véritable enjeu dans ce livre-là, donc c'est mes chroniques dans les Échos, et donc il y en a une qui s'appelle, vous savez, pour les... Quand il s'agit de réduire les dépenses publiques, il y a toujours, on dit, soit c'est le sécateur, c'est l'équipement qui déplace. Alors ça, c'est le sécateur. Le sécateur, en général, ça se réduit à 2 ou 3 remarques de la Cour des comptes qui constatent avec émotion que les vœux du préfet de la Creuse ont coûté très cher. Alors il faut prendre des mesures. Sécateur. Et puis il y a la SERP. La SERP, c'est si je suis élu, je fais 60 milliards d'euros d'économie. 60 milliards. Et donc, moi, j'ai dit, donc le papier, je disais, non, moi je suis pour le marteau. Le marteau du commissaire-priseur. C'est-à-dire pour vendre des pans entiers de l'activité publique. C'est-à-dire que je pense que le véritable enjeu, c'est que l'État se dessaisisse d'un certain nombre d'activités. Alors bon, il y en a qui sont caricaturales, encore une fois, la Cour des comptes fournit des sujets. Je ne sais pas si vous avez appris sur ça, mais les 50 € de subvention pour la réparation de son vélo ont disparu au 1er décembre. Avant, vous pouviez aller faire réparer votre vélo et vous aviez droit à une subvention de 50 €. Toujours 25 € pour les chaussures. Et donc on en arrive d'ailleurs à une situation qui est une situation totalement délirante, puisque les gens ne savent plus ce à quoi ils ont droit et ce qu'ils doivent faire. Donc on vote des lois qui sont le droit à l'erreur. Vous avez le droit, quand il y a un agent du fisc qui vient et qui vous dit, écoutez, voilà, vous deviez payer des impôts. Je ne savais pas. Je comprends. Oui, c'est normal, personne n'est au courant. Tous les ans, le 1er janvier, je présente mes vœux aux Français, puis je dis la taxe cabanon a augmenté de temps. Alors, il y a des gens qui disent que vous l'avez inventé, la taxe cabanon, je dis pas du tout. Pour l'enfant collectivité locale, il y a une taxe locale qui fait que quand vous construisez un abri de jardin, il faut payer une taxe. On est dans le délire total. Bref. Et donc, je pense qu'il faut que l'État revienne à ses missions essentielles et à ses missions premières. Et la question qui se pose, effectivement, c'est dans ce qu'on considère comme relevant de l'État. Est-ce que ces fonctions et ces missions relèvent vraiment de l'État? Et donc, alors bon, il faut privatiser un certain nombre d'entreprises. Les gens qui ont lancé la privatisation d'EDF en 2005 étaient sur l'idée que, en privatisant, ça allait permettre à EDF de faire un vrai prix, et notamment de mettre en place un système d'amortissement des centrales nucléaires. Bon. Comme la tutelle n'a pas arrêté de s'en mêler, tout ça, ils ont dit, bon, mais finalement, on va renationaliser, on va aller jusqu'au bout, quitte à faire des conneries, autant les faire jusqu'au bout. On n'implique plus personne. Bon. Donc je pense qu'il y a tout un secteur public qui a privatisé. Et je pense qu'il faut encore aller plus loin
C'est-à-dire, je pense que l'éducation n'a aucune raison d'être publique. Je pense que la santé, il n'y a aucune raison pour que les hôpitaux soient des... Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les grands défenseurs du service public hospitalier se font soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Je veux dire, oui, c'est ça, c'est une espèce d'aveu. Quand vous regardez la liste, notamment des dirigeants, notamment de la gauche socialiste, étatiste, ils ne sont pas étatistes, ils sont pour le public du service public. Regardez où ils vont se faire soigner. C'est l'hôpital américain. Et donc je pense que plutôt que de dire c'est la commune qui va faire ça plutôt que l'État, je dis c'est le privé qui va le faire. L'avantage du privé, c'est trois choses. Normalement, le privé, il va correspondre à de la concurrence. Dans l'éducation, normalement, on va s'immerger de concurrence. La deuxième chose, c'est que si c'est un monopole, on peut définir le fonctionnement du monopole par un contrat. On en revient à Keolis. La SNCF, c'est une catastrophe. Keolis, c'est une réussite. Et Keolis, sur le réseau ferré de Massachusetts, est un monopole, mais il est un monopole contre-mutuel. Je mets souvent en avant le fait que ça permet effectivement, quand on privatise, ça permet de libérer l'action publique. Je mets souvent en avant un exemple qui est la loi Evin. Claude Evin, en 1991, fait voter une loi où il faut augmenter le prix du tabac, et puis il faut privatiser la CITA. Il est socialiste, donc il est devenu fou. On dit non, il est devenu rocardien, ce qui à l'époque pour Mitterrand était la même chose. Mais, quand il dit on va privatiser la CITA, il dit si on privatise la CITA, ça va permettre à l'État d'avoir une vraie politique de lutte contre le tabac. C'est-à-dire, l'État a une politique de santé publique. S'il est propriétaire de l'entreprise qui vend des cigarettes, ben, il va être en contradiction permanente. Il va essayer de faire en sorte de gagner le plus d'argent au travers de la vente des cigarettes. Donc il va promouvoir. Quand je faisais de la planification socialiste, moi j'ai fait un service militaire assez long. Et pendant les 3 ans où j'ai relevé de l'armée, tous les mois, j'avais 16 paquets de cigarettes. 16 paquets de cigarettes. Et donc, comme c'était une école militaire prestigieuse, entre guillemets, c'était des Gauloises, disque bleu. Alors que l'homme de troupe avait des Gauloises de base. Bon. Et donc, l'idée qu'il y avait, c'est que, effectivement, si l'État se désengage d'un certain nombre de choses, il peut jouer un véritable rôle de maître d'ouvrage. Il n'a pas à être maître d'œuvre, il doit être maître d'ouvrage. Donc il doit définir des contrats, des règles, y compris sur des gens qui sont en monopole. Sur l'enseignement, le rôle de l'État, c'est d'avoir des exigences de qualité, et puis ensuite de laisser les gens gérer directement. C'est ce que les gouvernements, aussi bien travaillistes que conservateurs au Royaume-Uni, ont essayé de mettre en place. Je rappelle que c'est Tony Blair qui avait théorisé le fait qu'il fallait augmenter les droits de scolarité à l'université à 200 000 livres. Avec donc le master, on vous remboursait donc vous versiez 200 000 livres. Et l'idée de Tony Blair, c'était les banques, avant de vous prêter, vont regarder que vous êtes capable d'avoir le master. C'est-à-dire que vous allez avoir votre envie, puis vous allez avoir quelqu'un qui, à l'extérieur, va vérifier si vous avez les compétences pour y parvenir. Et de vous-même, sachant que l'idée, c'était, à chaque fois que vous passez une année, on vous rembourse. Donc vous versez 200 000 livres. Si vous êtes reçu au bout de la première année, on vous rembourse 40 000 livres. Et quand vous avez votre master, vous avez récupéré vos 200 000 livres. L'institution universitaire gagne de l'argent sur le placement, parce qu'à l'époque, il y avait des taux d'intérêt qui étaient positifs, ce que nous retrouvons maintenant, heureusement. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, on faisait ses propres choix, à la fois des choix par rapport à sa compétence, et puis, les 200 000 livres et tout ça, il y en avait des institutions, c'est ce qu'avaient proposé ensuite les conservateurs, des endroits où on allait demander 260 000 livres, et d'autres endroits où on allait demander 250 000 livres. Parce que les gens avaient plutôt tendance à aller vers les endroits où la formation qu'on va leur donner va leur permettre ensuite d'avoir une insertion sur le marché du travail qui soit plus efficace.
Et donc je pense que tous les secteurs qui sont susceptibles d'être en concurrence doivent être privatisés. Et un certain nombre de secteurs en monopole doivent être gérés sur la base de contrats. Et le troisième élément, alors je pense qu'effectivement il faut réduire le millefeuille. Mais est-ce que les collectivités locales sont plus vertueuses? Là aussi, je parlais de la Cour des comptes. Vous avez vu ce dernier rapport de la Cour des comptes sur les 35 heures. Et alors, ça me rappelle une anecdote quand le prédécesseur de l'actuel correspondant de la phase, de Francfort, de Bagnozaïdou, qui est parti de Paris, il m'a invité à déjeuner parce qu'on avait noué des liens. Et il dit, la France est un pays que j'ai du mal à comprendre, parce que vous prenez Madame Hidalgo, qui est socialiste. Eh bien, si j'ai bien compris, les employés de la ville de Paris ne sont toujours pas aux 35 heures. Attendez, je pense que vous faites une confusion. Oui, le préfet lui a posé les 35 heures, c'est qu'ils sont restés aux 39 heures. Je dis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. 35 heures, ils sont à 32 heures, voire 28 heures. Et ce qu'essaie de faire le préfet, c'est de les mettre à 35 heures. Et vous imaginez l'allemand, parce que nous ne vivons qu'au crochet des Allemands. C'est-à-dire, on vit au crochet de vos enfants avec la bienveillance des Allemands. C'est-à-dire que si on n'était pas dans la zone euro, je peux vous dire qu'on serait en tutelle du FMI. C'est-à-dire, on est dans une situation qui est pire qu'en 83. Donc, et en 83, Mitterrand a bougé parce que Perleman est allé lui dire, vous savez, c'est 76 en Angleterre. Donc, dans 6 mois, il y a le FMI et Wilson, il avait été obligé de démissionner. Et donc, le mec a eu un truc. Et donc, là aussi, les collectivités locales, c'est quand même des gens qui sont capables de... Sur le rapport, je vous invite à lire le truc de la Cour des comptes. Il y a 14 000 communes qui ont été interrogées. Plus exactement, il y a 14 000 communes qui ont consenti à répondre sur les temps de travail. Alors, je ne sais pas si Cannes a répondu. Le Havre a répondu. Vous allez me dire que je fais le Havre a répondu. Mais apparemment, c'est bon, Philippe n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais bon, bref. Et donc, c'est pour ça, je pense effectivement qu'il y a des choses qui relèvent de la logique locale, il y a des choses que l'on apprend mieux quand on est proche du terrain, mais que la vraie panacée, c'est la privatisation plutôt que la décentralisation. Merci beaucoup pour cette réponse. On va prendre des questions du public ensuite. Et juste pour rebondir sur ça, sur la privatisation, et comme quoi avec Nouvelle Énergie on travaille sur ça, et c'est marqué dans notre note d'août 2021 qui va bientôt, on va bientôt en sortir une nouvelle pour l'améliorer, bien sûr, et la compléter. Juste je vous lis ce passage et je vous le lis comme ça, on est tous au courant. De même, une impulsion sera donnée à la logique d'externalisation en appliquant ici aussi le principe de subsidiarité. Tout ce qui peut être délégué au secteur privé au sens large doit l'être, dès lors que cela n'attente pas à l'intégrité de la qualité du service public et au contraire les renforce. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique de privatisation des services publics pour casser ces monopoles qui créent des rentiers, qui sont au détriment des jeunes futurs, des jeunes et de la dette, comme vous avez pu en parler dans le documentaire 3000 milliards que je conseille à tous, 3000 milliards de dettes à retrouver sur YouTube. D'ailleurs, juste deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que il y a l'autonomie des universités, il faut aller plus loin. Mais ça a été engagé. C'est-à-dire, vous regardez, vous écoutez ce que disait Mme Pécresse. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était Mme Pécresse. Mais donc, quand elle est ministre de l'université, elle avait milité pour aller au-delà simplement de l'autonomie, de véritable autonomie juridique, une autonomie, et donc de transformation progressive d'un certain nombre d'établissements, y compris d'ailleurs ce qui a commencé sur des écoles de commerce en particulier, de transformer ces entités en des sociétés qui sont des sociétés avec un statut au départ qui était une société de droit privé mais à vocation d'enseignement, et l'enseignement mondial est de l'enjeu, et l'enseignement mondial est de plus en plus privé. Et dans les classements internationaux, les institutions qui prennent et qui font la course en tête sont des institutions privées. Harvard, c'est une institution privée.
Et la deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il faut, et ça c'est plutôt rassurant, il faut aller voir ce reportage, en fait, et surtout il y a plus d'1 million de vues. On l'a mis en ligne il y a un mois. Il y a plus de 1 million de vues. Et les commentaires sont, alors bon, comme toujours, il y a des commentaires enthousiastes, et après il y a voilà, après il y a la police de la pensée, qui ça va. Et comme je dis, il y a des gens, je leur demanderai l'heure, ils considéreraient que c'était une agression ultra-libérale. Mais s'il y a des cas, ça a 1 million de vues. Donc la question initiale que vous posiez, est-ce qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul, les gens, et sur un sujet qui est un sujet déterminant. Je reviens à Jean Santerre, le déséquilibre des finances publiques est un drame dans ce pays. Merci beaucoup, j'aime beaucoup cette phrase, on n'est pas seul, on est les premiers. Je vais la reprendre, je pense. Damien ? Donc on va avancer et je voulais parler d'un autre sujet. On va avancer pas sur les questions de dette et de déficit qui sont, on va parler pendant longtemps aussi donc que leur montant, mais je voulais revenir avec vous sur le sujet environnemental, qui fait vivement partie des préoccupations des jeunes, parce que c'est un sujet d'avenir et qui est présenté comme délaissé par les politiques de droite et des politiques dites libérales. Certains pensent même que le libéralisme peut amener à une dégradation plus rapide que les autres politiques de l'environnement. Pour vous, comment pouvons-nous concilier les principes libéraux avec la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique? Alors, oui, alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Redécouvrir les physiopathes. Alors je parle de la pensée des physiopathes, c'est des économistes du XVIIIe siècle. D'ailleurs, pour la petite histoire, je voulais appeler ça la promesse de d'Alembert. Mais mon éditeur, Jacob, me dit, mais personne ne sait qui est d'Alembert. Je lui dis, non, mais personne ne sait qui sont les physiopathes. Bon. Et malgré cette remarque de bon sens, d'Alembert, elle est passée. La seule chose qui était intéressante, c'est que dans son équipe, à un moment donné, on teste auprès des jeunes femmes qui va son équipe, et je lui dis, mais vous savez qui est d'Alembert? Et elle me dit, non, mais enfin, s'il faut le mettre sur la liste des destinataires privés, et ça marche quand même. C'est ça le secteur privé, c'est des gens, hop, il y a un problème, on vend, d'Alembert, on va lui vendre le livre, il n'y a aucun problème. S'il a une capacité d'influence, on va utiliser d'Alembert. Un fonctionnaire a dit non, je m'en fous. Alors pour en revenir, effectivement, je pense d'abord que dans les enjeux du futur, il y a le problème écologique. Juste 2 mots sur la dette. Je pense qu'il y a la dette qui est accumulée depuis pratiquement 50 ans maintenant, puis en déficit, au moment du choc pétrolier. Ce qui est important, c'est que pour ceux d'entre vous, alors c'est pas le cas des jeunes normalement, mais vous ne vous souvenez pas du choc pétrolier par définition. Moi, hélas, si. Mais en 1974, quand il présente ses vœux, Valéry Giscard d'Estaing, qui est ministre de l'économie et des finances, est interrogé par Jean Boissonnat. Pour certains d'entre vous, vous vous souvenez. Et donc Jean Boissonnat lui dit, écoutez, vous avez présenté, vous faites tout ça, vous n'avez pas dit un mot du choc pétrolier. C'est pas un véritable enjeu, le choc pétrolier, parce que je peux dire, dit-il, ça se retrouve sur Internet et tout ça, je peux dire aux Français que nous avons la volonté et les moyens de leur garantir le plein emploi sans inflation. C'était la promesse de la politique économique, et il explique pourquoi, comment, si on augmente la dépense publique, on fournit de la demande qui va permettre de lutter contre le chômage. Si on règle bien la fiscalité, on va pomper une partie de la demande qui est la demande qui va s'adresser aux importations et qui va générer
de l'inflation, et donc un réglage fin des budgets permet d'éviter le chômage et l'inflation. Bon, alors cette promesse a échoué dans les années 70, on a tout reporté sur la politique monétaire avec le même discours un peu analogue, et en jouant sur la quantité de monnaie en circulation, on lutte contre le chômage, en jouant sur le prix de la monnaie par les taux d'intérêt, on lutte contre l'inflation. Bon, ça s'est terminé par la catastrophe actuelle, qui est une accumulation de dettes publiques et des politiques monétaires totalement absurdes. Et donc je pense qu'effectivement, il va falloir recadrer complètement les politiques économiques, en sachant que l'enjeu, parce que c'est pas à la portée de ces politiques économiques, c'est le marché, c'est l'initiative individuelle qui permettra de trouver enfin, pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employés. C'est Manuel Valls qui dit ça. Alors, il n'était pas socialiste, lui non plus, remarquez. Le problème du Parti socialiste, c'est qu'il y avait plein de socialistes à la tête de ce parti. Enfin, c'était leur problème. Heureusement, pour la France, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, ils ont quand même fait des dégâts. Mais bref, je pense qu'un des enjeux, effectivement, c'est de réfléchir à la politique économique sur un plan qui est un plan où il y a maintenant des enjeux qui sont des enjeux d'apurer le passif. Comment on va apurer la dette? Et de répondre à ce à quoi, effectivement, la politique économique doit répondre, c'est-à-dire l'enjeu environnemental. C'est-à-dire que ce que Giscard ne pouvait pas théoriser dans les années 70, en 74, on est 2 ans après le rapport Meadows, et le rapport Meadows est caricatural. Et donc, c'est de répondre, effectivement, vous suivez comme moi la COP28. COP28, bon, alors, il y a des grandes déclarations, il y a des grands discours. Je me rappelle quand même que à celle qui s'est passée à Glasgow, Boris Johnson avait fait très fort. Le mec, il était arrivé en avion privé. Alors qu'on lui avait dit, fais semblant, prends le train. L'État était très britannique, je vais bien en avion privé. Et donc je pense que le véritable enjeu est là. Alors l'enjeu, vous avez, alors pour reprendre une formule de Bastia réagissait à Malthus en disant, Malthus c'est l'économie de la disette. Et l'économiste n'est pas là pour faire de l'économie de la disette. C'est l'économie positive, vous avez fauté. Donc, et puis il y a la réponse économique, c'est-à-dire le carbone est une externalité négative. Toute externalité négative doit être incorporée sous forme de prix. Et donc, on doit mettre une taxe carbone. Alors, je suis assez content de moi, parce que l'autre jour, quand je suis allé dans votre pôle de Bordeaux, oui, c'était alors bon, gros, c'était le jour ordinaire. En arrivant, je vais tout de suite sur G30 pour me faire rembourser mon billet. Ça me coûte pas cher, parce que je ne peux pas comme ça en place, je me rembourse. Donc ça coûte pas cher. C'est un vrai service public. Donc, on était coincés quelque part entre Angoulême et Bordeaux. Ah, monsieur Daniel, c'est sérieux les 150 €? Je dis oui. Je dis écoutez. Et donc mon raisonnement est le suivant. En 1970, le SMIC était à 3,30 francs. Le litre d'essence, 1 franc. En 1974, le litre d'essence a été propulsé à 1,85 franc. Et le SMIC était à 5,40. C'est-à-dire que, avant et après le choc pétrolier, avec 1 heure de SMIC, on pouvait acheter 3 litres d'essence. 1 heure de SMIC, aujourd'hui, c'est 11,52 €. Si vous considérez qu'avec 1 heure de SMIC, ce que la population dans les années 70 acceptait, avant et après le choc pétrolier, la population actuelle peut l'accepter. Et donc, vous divisez 11,52 € par 3. Ça fait 3,84 €. Alors, il y aura 4 €, c'est arrondi. C'est brutal. 3,80 €.
Ce que je veux dire par là, c'est que on ne s'en sortira pas si on n'utilise pas un signal prix fort. C'est-à-dire si on n'utilise pas une augmentation du prix du carbone de façon à faire en sorte que cette externalité soit combattue. Ça ne sert à rien de défiler contre M. Pouyanné. Jusqu'à preuve du contraire, devant les stations Total, il n'y a pas des mecs armés qui arrêtent les automobilistes en disant « vous allez prendre de l'essence ». Les gens rentrent pour acheter de l'essence. Vous savez, les gens qui ont saccagé l'Assemblée générale, ils ne réalisent pas ces gens, mais on était là grâce à Total, parce que j'ai fait le plein dans une station Total. Il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas Total qui est responsable, c'est tout le monde. Et donc, par rapport à vos enfants, c'est ce que... moi, je dis dans les émissions de radio, moi, j'aime mes enfants. Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé, mais ça, c'est pas possible, vous voulez des enfants. Je suis arrivé. Il faut être libéral et y arriver. J'aime mes enfants. Et donc, je pense qu'il faut réutiliser la politique économique pour les préserver, ce qui suppose de mettre un prix au carbone, de basculer complètement la fiscalité vers une fiscalité sur le carbone. Grosso modo, pour me résumer, je pense que la fiscalité des ménages doit être une fiscalité anti-externalité, c'est-à-dire il faut supprimer l'impôt sur le revenu et transformer ça en taxe carbone, taxe sur le tabac. Là aussi, je suis pour le prix du paquet de cigarettes à 25 €. Et je vous signale que c'est le prix en Australie. Un paquet de cigarettes en Australie, les 20 cigarettes. Alors, c'est pas 25 €, c'est 10 cigarettes de 2,50 €. 20 cigarettes, 25 €. Et je suis pour une augmentation de tous les impôts sur les externalités négatives. En revanche, je suis pour la suppression de l'impôt sur le revenu, qui est... alors, je ne vais pas vous faire la théorie économique de l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui correspond normalement à des situations d'inflation. Or, ce qu'on a vécu là, c'est pas de l'inflation, c'est une poussée brutale des prix liée à des chocs exogènes. La tendance naturelle de l'économie mondiale est plutôt la déflation. Donc il faut supprimer l'impôt sur le revenu et remplacer ça par des taxes carbone et des taxes sur les externalités. Merci beaucoup. J'espère que les jeunes pourront accepter ces propositions. J'espère aussi. Le signal prix est très important et c'est vrai que c'est quelque chose qui est sorti un peu de nos mentalités. Pour revenir là-dessus, vous vous rendez compte qu'au mois de l'automne dernier, on a subventionné l'essence. On a même demandé aux ces malheureux distributeurs, vous allez vendre à perte. Alors, le mec de Super U dit, écoutez, j'ai pas le droit. Bon, mais on va vous le donner le droit. Il dit, non, j'ai pas le droit, puis j'ai pas envie. Ma vocation, c'est pas de vendre à perte. On est allé voir les commerçants, vous allez perdre de l'argent. Pour vendre quoi? Pour vendre de l'essence, c'est-à-dire un produit qui détruit la planète, qui détruit notre commerce extérieur, parce qu'on n'a toujours pas de pétrole. Je ne sais pas si on a des idées, comme on disait dans les années 70, qu'on n'a toujours pas de pétrole. Et en plus, on a achevé nos finances publiques, parce que pour maintenir le prix de l'essence, on a fait un bouclier tarifaire pour maintenir le prix de l'énergie qui était assassin pour nos finances publiques. Et donc, il y a un moment où c'est totalement irresponsable. Alors que je pense là aussi, on est les premiers. Être les premiers, c'est de dire la vérité, de dire aux gens, écoutez, et je maintiens, les gens des années 70 payaient l'essence plus cher que nous. Et c'était pas... Les Australiens paient le tabac plus cher que nous. Et ils sont pas dans la rue tous les matins en disant c'est insupportable. Il y a un moment aussi où il faut parler au peuple comme à des adultes, comme dirait Madame Lagarde. Mais est-ce qu'il y a des adultes dans la pièce? Arrêtez ce paternalisme constant. Vendez à perte, monsieur. Vendez à perte. Et si tu dis, je n'ai pas le droit de dire, mais on vous l'a dit ici, mais je ne veux pas vendre à perte. Prenez une imaginer aller voir des gens qui font du commerce, ça va dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir vendre à perte. Si tout se passe bien, dans 6 mois, vous êtes ruinés. C'est des vendeurs avant. Bon, merci beaucoup pour cette démonstration. Et pour avancer, on a parlé de Javier Milei tout à l'heure.
pour revenir à cette actualité, est-ce que, on a dit on est peut-être les premiers, ici en France, on sent une actualité géopolitique avec, en Argentine, le libertarien Javier Milei. On voit dans les pays européens, comme aux Pays-Bas, une montée forte de la droite extrême, forte, ultra-droite, je ne sais pas comment l'appeler. Et dans beaucoup de pays, on sent une droite qui monte, un conservatisme avec un peu de propositions libérales, etc. Est-ce que cette impulsion ne viendrait pas de l'étranger vers la France? Qu'en pensez-vous de cette montée-là de nos pays voisins et des pays autour, même à l'autre bout du monde, comme en Argentine, quand on voit les catastrophes qu'ont fait le socialisme depuis des dizaines d'années dans ces pays-là? Oui, alors, effectivement, pour reprendre d'ailleurs, c'est quand on regarde autour de nous, dans les pays, dans beaucoup de pays, il y a quand même un recul de l'interventionnisme étatique. Alors, je ne parle pas des pays d'Europe de l'Est, ça c'est évident, on parlait de la Tchécoslovaquie. Bon, et vous regardez ces pays où on a tout privatisé, on a tout été même de l'interventionnisme d'État et vécu comme étant quelque chose d'insupportable. Vous regardez en Inde, là en ce moment ils sont lancés dans un grand programme de privatisation des chemins de fer, et on a demandé au ministre des Transports pourquoi, il a répondu pour que ça marche. Il n'a même pas fait de grands discours, il n'a même pas fait de déclarations. Mais c'est un fiasco total, donc on va privatiser, comme ça va. Donc il y a cette pression, mais il y a aussi à l'étranger une pression qui est une pression protectionniste, souverainiste, en fait, ce qui m'inquiète. Et donc en France, c'est devenu tout le discours pour moi sur la réindustrialisation. On va réindustrialiser. Vous ne vous rendez pas compte, on me demande la Covid, on n'avait pas de masque. Donc on va se mettre à fabriquer des masques. On va fabriquer des masques. J'espère que vous avez lu dans les Échos l'interview du dernier fabricant de masques subventionnés. Ils se sont tous mis en faillite assez rapidement puisqu'il n'y avait plus de marché. Et le dernier qui était interviewé dans les Échos parce qu'il avait reçu une visite de Emmanuel Macron. Et donc à l'époque, il y avait 120 personnes et il avait dit, écoutez, grâce à la subvention de l'État, nous serons 150. Et alors après, le journaliste dit, là maintenant vous êtes combien? Il dit, il n'y a plus que moi. Et bon, très bien. Et donc, et tout ça est fait au nom de la souveraineté. Alors, je pense que la souveraineté, alors juste un mot qui fait revenir sur la montée des... Je pense que la souveraineté, la France la perd, non pas parce qu'elle n'est pas capable de produire des masques, mais parce qu'elle a vendu son patrimoine. Si vous m'écoutez, je dis, la France ne vend pas, et donc elle se vend. Pourquoi elle ne vend pas? Parce qu'elle ne travaille pas. Regardez nos comptes extérieurs sont déséquilibrés depuis 2002. 2002, c'est quoi? C'est les 35 heures et l'euro. Quand on fait les 35 heures, on travaille moins, normalement, on doit avoir une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de revenus. Et donc, les 39 heures et les 60 ans, peut-être à 60 ans, et la 7e semaine de congé payé, c'est une évaluation du franc de 40%. Vous regardez la 3e semaine de congé payé, celle de 56, le Front républicain, d'évaluation du franc de 15%. Bon, donc, si on fait l'euro, on ne peut plus dévaluer. Si on ne peut plus dévaluer, il faut travailler. Si on veut maintenir le pouvoir d'achat, donc on fait ça. Bon. La conséquence, c'est qu'on s'embête. On vit. Et donc, on vit au crochet de la génération future, comme je le disais, avec la bienveillance des Allemands qui assistent à ça, un peu médusés. Il y a une histoire, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est vraie et c'est apocryphe, mais je la trouve tellement belle qu'il faut la garder. C'est Mme Merkel qui, au moment de la crise grecque, s'excite en disant enfin, tous ces pays du sud de l'Europe, ils pourraient se faire un effort, ça. Puis elle se tourne vers Sarkozy, alors il faudrait lui demander si c'est vrai, mais et elle lui dit mais les Français pourraient travailler, ne serait-ce que par curiosité. Voilà, essayez de voir ce que ça signifie. Donc voilà. Donc le pays, comme le pays ne travaille pas assez, le pays donc ne vend pas, donc le pays se vend. Et donc je pense qu'un vrai problème, c'est que nous avons perdu la propriété d'une partie de notre immobilier. Nous sommes des pays les plus détenus au monde.
Alors que, vu notre démographie, on devrait être un pays détenteur, on devrait avoir placé de l'argent à l'extérieur. Donc, il y a un modèle qui est en train de conservateur, qui est un modèle conservateur protectionniste. Et ce modèle conservateur protectionniste, il se nourrit donc d'un discours sur l'industrie, l'avenir de l'industrie, qui est assez typiquement franco-français. C'est l'idée qu'il faille augmenter la part de l'industrie dans le PIB, c'est assez franco-français. Quand vous allez à l'extérieur, vous avez, je ne sais pas si vous voyez qui est M. Newsom. M. Newsom, c'est le gouverneur de Californie. Et il a été élu la première fois en 2016. Et donc, il dit, quand j'ai été élu, le PIB de la France était égal au PIB de la Californie. La Californie, c'est 45 millions d'habitants, la France, 64 000. Et donc là, aux dernières élections, où il a eu des problèmes, il a subi un recall et tout ça, mais aux dernières élections, donc celle de 2022, où il avait de nouveau, il y avait des élections en Californie, il a dit, écoutez, voilà, moi quand j'ai été élu, le PIB de la France et le PIB de la Californie, c'était la même chose. Maintenant, on est 15% au-dessus de la France. Et vous regardez quelle est la part de l'industrie dans le PIB de la Californie, elle n'arrête pas de baisser. Pourquoi? Parce que la Californie, c'est de l'enseignement, de la recherche, de la Silicon Valley. C'est de plus en plus des impôts, donc les mecs se tirent, donc il faut qu'ils se méfient. Et donc, cette idée qu'on va réouvrir du textile à Roanne, refaire de l'horloge, la presse a dit libre, c'est magnifique. On va refaire LIP. Moi, j'appartiens à la petite génération. Pierre Messmer, Premier ministre, il dit bon, LIP, c'est fini. C'était en 73, et là, on dit non, LIP, ça va encore vivre, on va pouvoir acheter des montres. Tout ça est à côté de la plaque. Et donc, cette tendance-là est une tendance néoconservatrice qui, ce protectionnisme-là, est un protectionnisme qui est assez typiquement français. En revanche, le conservatisme se focalise sur les problèmes de l'immigration. Et le libéralisme a du mal à se distinguer dans les programmes d'une droite entre ce qui serait une partie strictement conservatrice et une partie assez, je dirais, nationaliste et notamment assez hostile systématiquement à l'immigration, et une partie qui serait purement libérale. Si vous regardez l'Argentin, il est assez typique parce que on est dans un pays qui, dans le G20, c'est le seul pays où l'inflation est à 3 chiffres. Dans le G20, si vous regardez les pays du G20, il y a un pays où elle est à 2 chiffres, qui est la Turquie, un pays qui est à 3 chiffres, c'est l'Argentine, et puis tous les autres, on est en dessous. Bon. Vous avez même des pays maintenant où vous avez une contraction des prix, c'est le cas de la Chine. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, sa grande idée, c'est, écoutez, la Banque centrale est incapable de résoudre le problème de l'inflation, donc on va supprimer la Banque centrale. Vous êtes incompétent, prof, bon. Mais là, si on n'a plus de banque centrale, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui gère la monnaie. Donc on va prendre la banque centrale des États-Unis, donc on va dollariser. D'autant plus que, pas particulièrement l'Argentine, l'Argentine est déjà dollarisée. L'Argentine fiduciaire est dollarisée. Vous allez dans les grandes villes argentines, tous les prix sont en dollars. Les gens vous échangent en dollars. Donc, c'est des choses que nous, on ne peut pas. En revanche, quand il est avec sa tronçonneuse, il dit je vais supprimer le ministère de l'Agriculture. Enfin, je vais supprimer le ministère de l'Éducation. Ouf. Je vais supprimer le ministère de la Santé. Ouf. Bon. Mais ce qui m'inquiète dans ce genre de personnage, c'est. Et puis je vais reconquérir les manouines. C'est-à-dire que vous avez dans cette droite, qui est la droite, c'est la même chose aux Pays-Bas, c'est la même chose dans ce qui s'est passé aux élections en Slovaquie. C'est-à-dire que vous avez une combinaison entre une nécessité économique, qui est une nécessité de liberté, et une approche politique nationaliste qui débouche sur une forme de violence assez agressive, avec comme conséquence que vous avez un discours très radical sur l'immigration, et surtout un discours, on le voit aussi en Hongrie, qui est un discours où on dépasse le cadre de la simple immigration, on devient hostile. Vous regardez ce qui s'est passé dans la dernière campagne électorale en Slovaquie. Ça a commencé par
la Slovaquie est un vieux pays de tradition catholique chrétienne. Et puis, Poutine a raison. Les Russes ont toujours été à Kiev, on ne voit pas pourquoi on l'empêche d'aller à Kiev. Et ça s'est terminé par la minorité hongroise, il faut la remettre à sa place. Et donc, je pense qu'il y a un problème, et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Et donc, je reviens à l'histoire du programme et du projet. Il ne faut pas s'écrire sur le fait qu'il y a une différence entre une forme de néoconservatisme protectionniste et relativement xénophobe, entre guillemets, et un libéralisme. Sur l'immigration, en deux mots, moi je pense que. Enfin, on dit on va régulariser les gens qui ont un emploi. Enfin, les mecs qui les emploient, c'est du recel. S'ils ne sont pas réguliers, les mecs qui les emploient, c'est du recel. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre une amende sur les mecs qui les emploient. Moi, je suis partisan de la liberté de circulation des hommes, des capitaux et des marchands. Maintenant, il y a deux conditions à ça. La première condition, c'est que la propriété, ça se respecte. Donc les gens qui sont en tant que Quechua sous les... ils ne respectent pas la propriété. Si vous ne pouvez plus prendre le métro parce que le domaine public, qui est la propriété collective, est occupé par des gens qui l'occupent de façon abusive, on ne respecte pas la propriété. Donc on expulse. Et la deuxième chose, je suis contre l'immigration choisie. On ne va pas vider l'Afrique de son élite. Ce discours qui consiste à dire ah ben on manque de médecins, on va aller chercher les médecins. Enfin, je veux dire, c'est entre nous et c'est comme le marché de l'esclave. Voilà, tiens, toi tu as de belles dents, on te prend, toi tu restes là. Toi de beaux diplômes, là, toi, oh là, oh, on prend. Alors toi, après rien, non, il faut laisser. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. Là aussi, c'est Mme Merkel qui avait dit c'est les Turcs qui paieront nos retraites. Ils les paieront dans des usines, en travaillant dans des usines, et ces usines sont soit en Allemagne, soit en Turquie, et nous en serons les propriétaires. Je pense que des enjeux fixés avec l'immigration, c'est qu'il y ait des usines à Abidjan dont nous serons les propriétaires, dans lesquelles travaille une société africaine, autour desquelles vit une société africaine. Une société africaine qui a des médecins formés, mais qui sont africains et qui restent en Afrique, où il y a des cadres formés, et où on est propriétaire parce qu'on a apporté un savoir-faire. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Merci beaucoup pour cette réponse sur cette question un peu plus géopolitique. On va maintenant donner la parole au public, qui ont peut-être des questions. S'il n'y en a pas, on va poser d'autres questions. Mais dites-moi, pas de levage de main pour le moment. Charles? Ouais, on n'a pas parlé de logement, qui est quand même un sujet important pour la jeunesse. Aujourd'hui, l'accès au logement est très contraint, pas uniquement par des questions de crédit, mais tout simplement des questions de disponibilité des logements à la vente. Quelle solution on a pour rendre le foncier plus accessible sans tomber dans le sujet des externalités négatives? Typiquement, construire des villes non reliées à des infrastructures, ou alors les seules infrastructures seraient des infrastructures routières, mais avec un litre d'essence à 4 €, ça devient. C'est-à-dire que le logement qu'on gagne, on le perd dans l'essence à la fin. Donc voilà, quelle possibilité pour libérer le foncier et maîtriser les externalités négatives qui peuvent en découler? Alors, pour pas citer le terme de lampe de taxe. Oui, vous allez penser que c'est un problème de génération, mais je pense que. Non, mais ma réaction est un problème de génération, parce que cette idée que les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas accéder au logement est une idée fausse. Quand vous regardez les gens dans les années 60, dans ma génération, on n'était pas propriétaire de son logement à 20 ans. Et l'idée qu'il fallait être propriétaire de son logement à 20 ou 30 ans, vous avez un problème qui est un problème autre, qui est le fait qu'un problème qui est un problème d'héritage. Je vais revenir après sur le logement, qui est un problème de transmission bon. Et donc, grosso modo, quand on commence à... Si vous regardez, j'allais dire, si vous avez lu le Piketty, non, vous ne l'avez pas lu, vous l'avez offert à votre belle-mère, pour ceux qui... déjà, avec qui vous vouliez vous brouiller. Et donc, il
Et donc, il y a un chapitre sur le dépouillement, le capital au XXIe siècle, pas celui qui est sur les élections l'année dernière, mais vous avez un chapitre sur le dépouillement des travaux des notaires. Et donc, notamment, qui héritait de quoi en 1825 ? Et en 1825, on hérite à 28 ans en moyenne, entre 25 et 28 ans. Et donc, vous avez donc une transmission du patrimoine, qui est une transmission du patrimoine qui se fait sur une génération qui est jeune, et une transmission du patrimoine qui, effectivement, repose beaucoup sur la transmission du patrimoine. Maintenant, on hérite à 60 ans. Et donc, à 60 ans, il faut qu'on se soit logé, on ne peut pas rester chez ses parents jusqu'à 60 ans, en attendant qu'ils libèrent la place. Alors, vous avez... Alors, indépendamment du logement, je pense que vous avez un enjeu, mais je vais revenir sur le logement, vous avez un enjeu de transmission du patrimoine et de circulation de l'épargne. Et donc, je pense qu'il faut alléger tous les impôts, enfin supprimer tous les impôts sur les donations, et en revanche, être très violent dans les impôts sur les droits de succession. C'est léniniste. Comment? C'est Lénine. Non, pas du tout. Non, la suppression de la boutade. Comment? C'est une boutade. Oui, oui. Non, mais parce que, effectivement, je pense que vous avez un vrai problème de blocage de l'épargne dans la population. Donc, il faut inciter à... Alors, effectivement, l'impôt sur les successions est pas très... C'est des vautours, Et puis, et d'ailleurs, pour s'attirer la sympathie du public, il fut une époque où systématiquement, quand on lançait un emprunt d'État, il était exonéré de droit de succession. Dans tous les films de Michel Audiard, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va mourir, il y a le notaire qui dit « Vous avez pensé à le mettre en piné ». Parce qu'on se met en piné avant d'être en bière. On doit avoir à payer le droit de succession. Alors, donc, le droit de succession à mauvaise presse, et moi je suis favorable au droit de succession élevé, à condition que ce soit compensé par la possibilité de faire des donations et que ces donations, elles, soient exonérées d'impôts. Alors, sur le logement, je pense effectivement que vous avez, sur le prix du logement et sur la façon, donc là, il y a... Alors, c'est assez amusant parce que il y a un personnage qui a eu le prix Nobel d'économie là-dessus, c'est Akerlof. Donc, Akerlof, pour les gens, c'est le mari de Janet Yellen. Janet Yellen étant la secrétaire au Trésor aux États-Unis qui était à la tête de la Réserve fédérale. Donc c'est un couple d'économistes assez célèbres. Et donc il explique qu'à moyen terme, effectivement, le prix des logements, c'est le prix du foncier plus le prix des techniques de construction. Et que donc le prix du technique de construction a tendance à baisser parce qu'il y a du progrès technique dans la construction. En revanche, le véritable enjeu, c'est le prix du foncier. Et donc, sur le prix du foncier, vous êtes dans une contradiction qui est une contradiction entre le fait que vous voulez effectivement faire en sorte que les logements soient le meilleur marché possible et que vous voulez réduire au maximum l'empreinte de l'habitat sur le foncier, puisque c'est les zones artificialisation nette. Donc, vous avez... Bon, donc là, vous avez un choix à faire. Sur ce choix à faire, encore une fois, je vais prendre position très clairement, je ne pense pas qu'il y ait de problème de logement en ce moment. Je pense qu'effectivement, on accède de plus ou moins facilement au logement. Je pense qu'il y a un problème de rentrée sur le marché du travail qui est très tardif, qui fait que les gens ne sont pas solvables comme ils l'étaient dans les années 60. Et je pense qu'effectivement, il y a un questionnement à avoir sur la répartition du patrimoine dans ce pays, sur la base de personnes qui vivent de plus en plus tard et de gens qui rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Je crois que c'est là le vrai problème. Après, autrement, les gens qui vous disent qu'on manque de logement, je signale qu'il y a quand même pas mal de logements maintenant, et surtout vu notre démographie. Alors, c'est pas dans les 5 ou 10 ans qui viennent, mais au Japon, on commence à raser les quartiers. Parce que la population est en train de diminuer. Et qu'il y a des zones entières où la population, où on ne trouve plus de gens pour les habiter. Il y a des villes qui deviennent des villes fantômes, parce que entre l'exode rural assez naturel et le fait que la population diminue, vous avez... Alors la dernière chose que je dirais sur le logement, c'est le premier ministre du logement, il s'appelait Arthur Levasseur. Et donc Arthur Levasseur devient ministre
ministre du Logement dans les années 1900 là. Et il dit un ministre du Logement, c'est un ministre du locataire. Bon, donc dans la tronçonneuse de l'UDI, je mets le ministère du Logement, parce que je pense qu'il ne faut pas le ministère des locataires. Il faut préserver le droit de propriété. Et si on veut qu'il y ait de l'investissement immobilier, il faut que les propriétaires soient protégés. Je ne reviens pas sur tous les exemples de faits divers autour des squatteurs et tout ça, qui sont tristement anecdotiques, mais quand même relativement anecdotiques. Donc, ma position. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Une question à poser vis-à-vis de l'économie numérique. On parle de l'économie numérique comme une nouvelle Eldorado, on parle du travail qui est passé dans un premier temps manuel à mécanique et ensuite de mécanique à numérique. Quelle est votre vision du libéralisme vis-à-vis du numérique? Alors, je pense effectivement que pour l'instant, on n'en a pas encore tous les bienfaits économiques, l'amélioration du niveau de vie, tout ça, ça repose sur l'efficacité des technologies mises en application. Et donc, on a amélioré le niveau de vie des gens avec de la capacité à gérer mieux l'énergie avec la vapeur et tout ça. Donc là, c'est pareil, c'est une rupture technologique qui va... Je crois qu'il y a un double enjeu. D'abord, je pense que chaque fois que vous faites un progrès technologique, vous avez des gens qui résistent. Ce qu'on appelle des ludites. Les ludites, c'est des gens qui cassent les machines pour préserver leur emploi. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que les ludites aujourd'hui sont des intellectuels. C'est ce qui explique assez bien, d'ailleurs, il y a un livre de Daniel Susskind, qui est un économiste anglais, et qui, alors c'est la fin du travail, mais dans la version anglaise, il y a un point d'interrogation. Dans la traduction, il n'y a pas de point d'interrogation. Et il dit bien en fait que les premiers qui ont subi les conséquences sur le plan technologique, sur leur emploi, c'est les chevaux. Ils se sont assez peu révoltés. Et il n'y a pas eu d'impact sur l'évolution des élections, de la disparition du cheval. Les deuxièmes, ça a été des manuels, effectivement, et ils se sont révoltés de façon assez brutale. Mais la société a réussi à les encadrer, parce que d'abord, elle a créé des mouvements d'imposture, ce qu'il appelle des mouvements d'imposture, c'est-à-dire les mouvements socialistes. On leur a dit, rassurez-vous, soyez patients. C'était aussi le message de départ de certaines religions. Il est plus facile de faire passer le chat dans une aiguille que d'envoyer un riche au paradis. Vous en prenez plein la gueule, mais rassurez-vous. Donc, ce qu'explique bien Daniel Susskind, c'est qu'effectivement, le révolté est une révolte physique, violente, brutale et encadrée. Il dit la révolte actuelle, elle est des intellectuels. Et là, elle va être plus difficile à encadrer parce qu'ils sont pernicieux. Et il prend deux exemples. Il dit normalement le métier d'avocat va disparaître. Alors pourquoi le métier d'avocat? Parce que la société américaine, qui est quand même la société de référence, est une société très judiciarisée. Janet Yellen, dont je parlais, disait le drame des États-Unis, c'est qu'on est passé d'une société de pionniers à une société de chicane. Et donc la société américaine, c'est une société de chicane. Or, ce que disent un certain nombre de gens, c'est que les chicaniers vont disparaître. Et donc ils vont résister, ils vont chicaner avant de disparaître. Et les autres qui vont disparaître, normalement, c'est les médecins. Je ne sais pas si vous réalisez, quand même, je ne sais pas, mais par rapport à l'hôpital est en crise, l'hôpital normal et tout ça, je ne sais pas si vous réalisez quelles sont l'évolution des effectifs hospitaliers dans ce pays. Je mets, à part les 35 heures, qui ont normalement conduit à une augmentation de 10% des effectifs hospitaliers. Mais donc, depuis 2002, si j'ai inclus les 35 heures, je considère que les 35 heures sont digérées en 2002. Enfin, je regarde les 35 heures. Indépendamment de ça, les effectifs hospitaliers ont augmenté de 26%. 26%. On dit oui, mais c'est de l'administration, c'est fou. Quand vous regardez effectivement sur ce qui a augmenté le plus, donc là, il y a les administratifs qui ont augmenté, et c'est le personnel médical. Or, vous avez en face de ça nos amis de la SNCF, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ils ont passé un contrat avec une entreprise pour qu'on installe des cabines de diagnostic dans les gares. Et donc, désormais, on va pouvoir avoir un diagnostic. On va à la gare, on se rend dans la cabine de diagnostic, il y aura
une infirmière, et elle va vous faire un diagnostic. Et cet diagnostic va déboucher sur une... Vous hochez la tête, mais vous savez qu'en Californie, dont je parlais, il n'y a plus de médecine de premier degré pratiquement. La médecine de premier degré a disparu en Californie. Quand vous êtes dans une compagnie d'assurance, puisque vous êtes dans une compagnie d'assurance, puisque c'est privé, on vous dit, les cabines de diagnostic sont à tel endroit, vous avez la possibilité de vous référencer à quelqu'un, un médecin humain, si vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic. La première année, vous avez été installé, 90% des gens allaient voir le médecin tout de suite. Maintenant, c'est à dose infinitésimale, les gens qui demandent un contre-diagnostic. Et donc, vous avez tout un tas de métiers qui vont disparaître, avec des métiers qui sont dans une position qui est une position de résistance non plus physique mais idéologique. Et donc, je pense que ça va être laborieux, mais que ces métiers vont quand même disparaître. Le véritable enjeu, c'est, une fois qu'on aura fait ça, comment on va le convertir en bien-être collectif. C'est-à-dire, à quoi on va... Parce que l'agriculteur qui a disparu est devenu l'ouvrier qui a disparu est devenu cadre dans un hôpital, le cadre d'hôpital qui va disparaître, il va devenir quoi? Alors ça, j'en sais rien. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que l'homme va s'adapter à ça. Et que, alors, tous les gens comme ceux qui tout ça, ils viennent. En fait, il y a une chose qui est une chose, c'est le rapport humain. Grosso modo, sur les avocats, il y a pas très longtemps de ça, j'étais invité par le bâtonnier à faire une conférence devant les avocats parisiens. Et je leur ai dit, écoutez, je ne viens pas en invité, je viens en croque-mort. Je veux bien vous annoncer que vous ne serez plus rien. Alors, le bâtonnier, oui, alors c'était assez con parce qu'il y avait un cocktail après, je me suis dit, donc voilà, à la fin, bon, alors les gens un peu tétanisés, un peu surpris, à la fin, le bâtonnier, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire monsieur. Il y a une seule chose sur laquelle il n'a pas dit, c'est que le jour où il faudra aller négocier avec un cru en Corse, il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut y arriver. Et donc, il y aura besoin d'êtres humains. Le conseil juridique va disparaître, mais le procès va continuer. Le procès, parce que le procès, c'est du spectacle. Et donc, il y a toute une partie de notre activité qui va redevenir une activité de spectacle, d'échange autour du spectacle. Il est 9h25. On va conclure, parce qu'il faut que le RERC fonctionne encore. Et c'est pas gagné, ça. C'est pas gagné. Certes, la gare n'est pas loin, donc une fois qu'on sera dans la gare, attends, jusqu'à jamais, quand même. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à Damien pour conclure, sur cette question de l'intelligence artificielle, nous organiserons très bientôt, à la rentrée, une conférence débat sur l'intelligence artificielle avec un invité prestigieux qui était dans le reportage 3000 milliards de dettes. Je laisse deviner où aller voir le reportage pour les curieux. Je ne donnerai pas encore le nom. Les curieux, les futurs convaincus. Les futurs convaincus, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Marie, je laisse la parole à Damien. Moi j'aurais voulu vous poser une dernière question, mais en fait vous y avez déjà répondu sur l'avenir du libéralisme en France. Il faut, comme vous le disiez, je pense, un projet, un programme, mais ici effectivement on préfère un projet, et une incarnation, et on espère en tout cas à Nouvelle Énergie avoir trouvé cette incarnation avec David Lisnard, et en tout cas là, on verra. Je ne pas position, moi je suis... Oui, mais on suit vos conseils et on va essayer de... Ça restera entre nous. de l'appliquer. Et pour ça, en tout cas, pour aider cette incarnation, on va avoir besoin de chacun des adhérents et de s'engager dans les années qui viennent pour faire gagner ces idées-là et ces vraies convictions, parce qu'il n'y a pas que vos idées à Nouvelle Énergie, mais que des vraies convictions. Donc, merci à tous pour votre présence ce soir, et pour ceux qui veulent continuer, qui n'ont pas de RERC à rater prochainement, peuvent venir faire un pot de l'amitié juste à ma droite. Et merci à vous, bonne soirée.